fois de plus, bonsoir et bienvenue donc à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau avec moi, le maire de Mbalmayo, Dieudonné Zamba. Bonsoir monsieur le maire et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce. Et tout en face de vous, Berthe Mbala, qui est le chef de station régionale de CRTV Sud. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce et merci de m'avoir invité. Bonsoir aux téléspectateurs. Un mois après la détection du premier cas de Covid-19 au Cameroun, l'État se bat pour tordre le cou à ce virus. Après la concentration des efforts de prévention et de prise en charge au niveau central, la riposte se déconcentre et ce au regard de la transmission désormais communautaire de la maladie. Les gouverneurs de région sont les responsables du système de gestion de l'incident dans leurs unités administratives, appuyées par les maires qui eux-mêmes sont les présidents des comités de gestion des hôpitaux de district. Mais comment cette riposte s'organise-t-elle au niveau local? Comment les collectivités territoriales décentralisées prennent-elles en charge l'épidémie? Que font-elles et jusqu'où peuvent-elles aller? Esquisse de réponse dans cette première partie de Scène de presse, mais aussi dans la deuxième partie de Scène de presse, et ceci au regard dans un environnement de questionnement sur la durée de la pandémie. Le gouvernement, en tout cas, s'ajuste au jour le jour. Testing massif, aménagement des locaux de prévention et de prise en charge, importation des équipements. Ces dispositions ont été complétées cette semaine par 7 nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus, dont le port obligatoire des masques dans les lieux publics dès ce lundi. Cette nouvelle batterie de mesures intervient dans un contexte marqué par une tendance haussière et des cas détectés positifs, mais aussi, heureusement, et des cas de guérison. Que traduisent ces tendances? Qu'en est-il de la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus qui se déconcentre? Que nous réserve l'avenir? Ces questions et bien d'autres meubleront la deuxième partie de cette émission de Scène de presse. Une fois de plus, bonsoir Don, bonsoir Berthe, une fois de plus, on va le dire comme ça. Alors, vous venez de la région du Sud, une région qui enregistre elle aussi ses premiers cas du Covid-19. Alors, dites-nous, après la détection de ces cas positifs, comment se comportent les populations de la région du Sud? Est-ce qu'elles adhèrent, est-ce qu'elles respectent scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement? Voilà, la région du Sud fait malheureusement partie de ces régions-là qui enregistrent quelques cas. Et la particularité dans le Sud, c'est que les cas sont enregistrés aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Donc, ce que nous avons pu observer depuis pratiquement une semaine que les premiers cas ont été déclarés, c'est qu'il y a, après la panique, il y a bien sûr eu un mouvement de panique. Là, maintenant, les populations sont un peu rassurées et on a pu observer vraiment une conscientisation dans les rues des boulevards avant même la date de demain. Vous croiserez des gens avec leurs masques. Et puis, certains même demandent à faire des dépistages. Donc, on a l'impression que la mayonnaise prend, les services publics et dans toutes les autres entreprises, quand vous arrivez à l'entrée, vous trouvez de l'eau, vous trouvez du savon. Et puis, les personnels, même qui travaillent dans ces entreprises-là, sont sensibilisés. Donc, quelque part, je crois que la panique, les quelques cas qui ont été découverts, ont servi à faire prendre conscience. Parce que jusque-là, les gens pensaient que ça s'arrêterait dans les grandes villes. Et on a vu que c'est arrivé à Mengon, c'est arrivé à Kribi. Et là, du coup, les populations sont bien concernées. Bon, bien entendu, il y a encore des efforts à faire parce que pas plus tard que la semaine dernière, le préfet de l'Anvila a fait une expédition, j'appelle ça expédition entre guillemets, bien sûr, pour voir comment les gens se comportent. Et d'ailleurs, le gouverneur a dû prendre un arrêté au niveau de la région pour dire ne buvez plus sur place, achetez, allez boire chez vous, parce que jusque-là, il y avait quelques personnes qui continuaient quand même à s'agglutiner dans les ventes en porte. Excepté, il y a les populations, certes, mais il y a également le personnel soignant. Quels sont les échos que vous avez de la prise en charge des personnes qui ont été
détectées positives? Pour l'instant, les personnes détectées positives dans la région du Sud ne sont pas toutes soignées sur place. Je crois, selon les dernières informations, il y a un seul malade qui se trouve à l'hôpital régional d'Ibolova. Donc, l'impact au niveau du personnel soignant. Mais on voit bien que ces personnels-là prennent des dispositions déjà pour la prévention. Au cours de la semaine, il y avait tout un séminaire à l'hôpital régional d'Ibolova où on leur apprenait justement les gestes barrières qui sont un peu différents des nôtres parce qu'eux, ils sont au contact direct des malades. Alors, juste en face de vous, Dieudonné Zamba, qui est le maire de Mbalmayo. Monsieur le maire, comment les CTD prennent-elles en charge les mesures gouvernementales contre le Covid-19? Vous savez, j'allais dire, les autorités municipales sont les plus proches des populations. Donc, il était normal qu'on prenne à bras le corps ce Covid-19 dans nos communes, dans nos marchés, dans nos villages. Je crois que pour ma part, au niveau de Mbalmayo, dès cette annonce, nous avons fait une première descente dans les grands marchés de Mbalmayo pour distribuer ce que nous pouvions avoir, c'est-à-dire des cache-nez, pour distribuer des lave-mains et surtout apporter des informations parce que, comme le disait votre collègue, les populations étaient un peu dubitatives. Elles écoutaient ça à la radio, elles voyaient à la télé, mais il fallait des gens qui sont proches d'elles. Alors, comment est-ce que vous allez procéder pour que l'information leur parvienne? D'abord, nous sommes allés dans la plupart des marchés. Je voudrais remercier ici la radio locale, Radio Femmes, qui nous aide dans la transmission de nos messages en langue locale. D'abord, ce qui est très important. Je voudrais aussi remercier la plupart des volontaires que nous avons sur place, les 60 volontaires de la Croix-Rouge, des MAPUR, des districts de santé qui nous aident. Et qu'est-ce que nous avons fait très simplement? Nous avions avec nous des mégaphones, c'est-à-dire nous avons payé des mégaphones pour que notre voix puisse porter quand même au niveau d'un marché. Et puis avec le concours du médecin-chef de l'hôpital du district de Mbalmayo, du chef de district de santé de Mbalmayo, du sous-préfet de Mbalmayo, nous sommes descendus dans les différents marchés de Mbalmayo pour leur dire que la maladie existe, qu'il faut faire attention, il faut se laver les mains, et nous avons pu donner à chaque marché en ce moment-là un lave-mains, à titre vraiment symbolique pour que chacun puisse le faire après. Et nous avons demandé à chaque boutiquier, à chaque commerçant, d'avoir un lave-mains devant sa boutique pour que les gens rentrent dans les boutiques, il faut qu'ils se lavent les mains. Alors justement, quand nous préparions cette émission, vous m'indiquiez que vous avez dû suspendre une revendeuse qui ne respectait pas les gestes barrières. Oui, absolument. Je crois que cet arrêté-là, j'ai dû prendre un arrêté municipal suspendant une vendeuse pour 3 mois parce que elle ne respectait pas les heures de fermeture de marché. Elle ne respectait pas un certain nombre de choses au marché, parce que après qu'on ait dit à chacun de se laver les mains, elle ne le faisait pas, donc cela m'a été rapporté. Il a été, vous savez, la punition souvent, ça éduque parfois, hein.
Et chacun maintenant en Mbalmayo a peur d'être suspendu du marché. Donc j'espère qu'elle va s'amender et que maintenant le port du masque c'est dès lundi, mais depuis fort longtemps, depuis 2 semaines, le port du masque était obligatoire à tous les marchés de Mbalmayo. Je voudrais commencer par un petit commentaire. Il y aura beaucoup de personnes à suspendre parce que vous savez, pour partir des boulevards ici, je m'arrête en Mbalmayo et je me suis fait un plaisir de faire le tour de la ville. Ouais. Il y en a encore qui, devant leur boutique, n'ont pas pris ces dispositions. Cela dit, Monsieur le maire, je voudrais très sincèrement saluer l'implication des maires parce qu'on les a vus sur le terrain. Sans gros moyens. Sans moyens. Oui, on en parlera tout à l'heure en Mbalmayo comme dans les autres régions. Mais la question qu'on se pose, quelle est votre marge de manœuvre? Jusqu'où vous pouvez aller? C'est de la sensibilisation pour dire, OK, lavez-vous des mains, ou bien vous avez des choses concrètes à leur proposer pour que ces personnes-là puissent effectivement se laver les mains, ou alors vous allez mettre sur pied des moyens de compensation parce que autant vous parlez aux populations, autant vous parlez par exemple aux transporteurs. Et on a vu que certains s'inquiétaient de la baisse drastique de leurs recettes. Est-ce que vous avez... effectivement, au niveau de nos collectivités, au niveau de Mbalmayo, je vais parler de Mbalmayo. Je vais... Avec la fourniture de l'énergie électrique, mais je pense que là, tout est rentré dans l'ordre. Et Monsieur le maire, vous aviez la parole. Oui, quelles sont les mesures pratiques, par exemple? Jusqu'où vous pouvez aller? Oui, et il ne faut pas s'attendre à avoir d'abord des millions pour aller parler aux populations. Ça, c'est d'un. Vous avez votre voix, vous avez votre aura parce que vous êtes un élu, dont vous devez pouvoir convaincre et amener vos populations à vous suivre. Sinon, vous êtes mal élu. Donc, la deuxième chose, il y a des choses assez simples. Samedi passé, avec le sous-préfet de l'arrondissement de Mbalmayo, nous avons initié des jeunes à la fabrication des masques, avec le concours d'autres jeunes qui savent fabriquer des masques. Je suis content que le Premier ministre ait autorisé qu'à partir de demain, qu'on puisse fabriquer localement des masques et qu'il y aura, je crois, le ministère des Mines ou le ministère qui va nous donner les canons pour les fabriquer. Et je pense qu'il y a là un axe que nos jeunes devraient saisir. Si vous voyez que la France importe des milliers de masques vers l'Europe, la Chine importe des milliers de masques vers l'Europe, mais c'est des jeunes, c'est des gens qui les fabriquent au quotidien, parfois des familles. Donc, on peut initier nos jeunes à fabriquer des masques. D'ailleurs, nous en avons fabriqué 1000 samedi passé en Mbalmayo. J'espère qu'ils vont obéir au canon édicté par le Premier ministre. Donc, ce serait là aussi une activité qui pourrait donner un peu d'argent à nos jeunes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous avons mis dans chaque marché des lave-mains. Des lave-mains, et il n'y en a pas assez. Mais c'est déjà un début et nous avons demandé à chaque cheftain de marché de contribuer à multiplier ces lave-mains à leur niveau et que chaque commerçant essaie d'avoir un lave-mains devant sa boutique. Monsieur le maire, je parlais du cas précis des transporteurs. Oui. On dit qu'il faut éviter la surcharge quand on sait qu'eux, ils ont des charges. Oui. Bon, cela ne dépend pas de la mairie. Hein. Vous savez, nous sortons d'une élection.
Nous n'avons pas mis le pied pour demander des taxes communales. Maintenant, le coronavirus arrive. Nous ne pouvons pas demander des taxes au niveau local. Donc, à proprement parler, les mairies n'ont pas assez de moyens actuellement pour porter un certain nombre de choses. Mais vous regardez dans certaines émissions, beaucoup de maires s'impliquent pour désinfecter les cars. Nous allons le faire une fois par semaine dans la ville de Mbalmayo pour pouvoir désinfecter tous les cars qui partent de Mbalmayo et qui viennent sur Yaoundé. Parce que la proximité de Yaoundé nous amène à prendre ces mesures-là. Alors vous parlez des moyens, vous disiez tantôt qu'il ne faut pas avoir des millions pour commencer à mener des actions de sensibilisation sur le terrain. Oui. Mais il vous faut quand même des moyens. Que vous faut-il pour pouvoir travailler de manière optimale? Bon, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler de manière optimale? Je parlais tout à l'heure d'information, de sensibilisation. Il faut un matériel minimum de sensibilisation. Que faut-il? Il faut des gens qui puissent nous aider à détecter. J'ai cru entendre que les centres de détection, c'est au niveau régional, mais si on pouvait avoir, ne fût-ce qu'au niveau départemental, ces centres de détection-là. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons, Bertou, permettez, dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons le professeur Pierre Ongolo qui viendra nous donner les détails de cette action déconcentrée désormais de la lutte contre le coronavirus. Je voudrais m'attarder encore un peu sur l'aspect sensibilisation. Quand on sait que nos populations, effectivement, les maires sont proches des populations et dans chaque localité, il y a des pratiques culturelles. Comment vous faites pour faire entendre aux populations, par exemple, que le deuil doit se faire pas à la façon dont on a l'habitude de faire aujourd'hui? Oui, je ne suis pas allé dans les détails. Par exemple, en Mbalmayo, en tant que président du comité de gestion de cet hôpital-là, nous avions pris sur nous depuis un certain temps, depuis l'annonce de la maladie, à restreindre l'accès à la morgue de Mbalmayo. À la morgue de Mbalmayo, vous ne pouvez plus y accéder. Seule la famille y accède avec 6 personnes et 4 porteurs. Il n'y a plus d'office religieux sur place, donc ça nous aide à dire aux populations et nous invitons nos populations à restreindre les veillées. Mais le plus intéressant, c'est souvent après la morgue, à l'enterrement, comment on gère la collation et tout. Oui, les collations et tout ça, je crois que nous les amenons à restreindre tout ça. J'ai été très, très surpris qu'elles sont réceptives. J'ai assisté à un enterrement vendredi. On n'avait pas de collation. Et j'ai félicité la famille parce qu'il n'y avait pas de collation. C'est-à-dire que les populations adhèrent? Ça veut dire que les populations adhèrent. Donc maintenant, il faudrait que les populations acceptent que ces mesures-là, c'est pour protéger des vies. Ce n'est pas pour les brimer, ce n'est pas pour restreindre leur liberté, mais ce sera certainement pour un temps si nous respectons tous ce que le gouvernement prescrit. Je crois qu'il y a déjà 20 mesures, 17 plus 13 plus 7, ça fait 20 mesures. Je crois que nous allons sortir du lot bientôt. Maintenant, que soient vite décentralisés les moyens. On demande assez aux maires, nous sommes prêts à y aller, d'ailleurs nous y allions, mais ces moyens-là devraient peut-être être décentralisés d'ici quelques jours. En attendant, comment vous faites, monsieur le maire? Vous puisez dans quelle ligne? Parce qu'on voit quand même les maires se déployer sur le terrain. Qu'est-ce que nous faisons? Nous n'allons pas laisser mourir nos populations. Un maire, il n'a plus de couleur politique, il n'est d'aucun parti. Lorsqu'il y a une pandémie, là, lorsqu'il y a un malade dans un quartier, dans un hôpital ou dans un village, vous devez mettre le peu de moyens dont vous disposez
pour que cela soit fait. Je crois que je voudrais rendre un hommage très particulier aux jeunes de Mbalmayo. Nous avons 26 jeunes de la Croix-Rouge, 25 jeunes de la Croix-Rouge, 25 jeunes d'EMAPUR, c'est l'équipe mobile d'animation urbaine et rurale, et 10 jeunes agents communautaires de la santé publique. Ça fait 60 jeunes volontaires. Je le répète, dans une ville, dans un pays, on doit avoir des gens qui s'impliquent, pas parce qu'ils vont avoir un salaire, mais parce que ils croient quelque chose qui doit rendre service à l'humanité, à toute la communauté. Ces 60 jeunes, ils ont un cadre. Chaque semaine, ils vont de maison en maison, parce qu'on ne peut plus faire de grands rassemblements. Donc, eux, ils vont de maison en maison. Ils vont jusque dans les zones rurales? Oui, y compris dans les zones rurales. Parce que la question dans les zones rurales, par exemple, vous avez dit, vous faites avec le peuple. Avec les chefs. Dès demain, il faut mettre les masques. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez Dès demain, il faut mettre les masques. À partir de demain, nous avons... Vous savez que même en ville, ils sont rares. Dans les villages, comment ça va se passer? Ils vont jusque dans les villages? Nous avons mis sur pied une stratégie pour dire nous achetons un certain nombre de masques au niveau de la mairie et on n'aura pas assez, mais nous allons financer pour 50% ces masques-là et celui qui vient les acheter au niveau de la mairie les achètera 50%. Il part de son village pour venir acheter au niveau de la mairie. Qu'on fasse le déplacement de la mairie. Le gars du village les aura au niveau. Le gars du village les aura au niveau des chefferies, parce que nous avions fait avec le sous-préfet beaucoup de réunions avec nos chefs de village pour les sensibiliser, pour leur dire ce qui sera fait, ce qu'on peut faire et jusqu'où la mairie peut aller. C'est pour cela que nous disons, il faudrait peut-être que ce sont ces gars des villages qui sont les plus démunis que les gars de la ville. Je voudrais embrayer pour dire que j'admire bien vos émissions sur la CRTV, sur les leçons qu'on donne. On va revenir sur les solutions locales à ces mesures qui sont, à ces dispositions qui ont été prises par la CRTV. Je vous promets, on va y revenir juste dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant que nous ne prenions le focus, Monsieur le maire, la question que je voudrais vous poser est en rapport avec les mesures barrières. Vous avez tantôt parlé des lave-mains que vous avez disposés dans les différents marchés un peu partout dans la ville. Qu'en est-il de l'eau? De l'eau. Est-ce qu'il y a suffisamment? Est-ce qu'il y a de l'eau potable dans ces différents lave-mains? Vous savez, l'eau que vous buvez ici à Yaoundé vient en partie, pour la plus grande partie, de Mbalmayo. Donc, on n'a pas ces problèmes d'eau-là au niveau de Mbalmayo. Et dans nos villages, je suis à mon, je crois, 4e mandat. Au 2e mandat, j'avais pour objectif de donner à chaque village au moins un point d'eau. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3 ou 4 points d'eau par village, avec nos partenaires au développement, la GIZ, etc. Et je crois donc qu'au niveau de l'eau dans nos villages, nous pouvons avoir accès à l'eau sans problème. Au niveau de la ville aussi, on a accès à l'eau. Je pense que nous n'avons pas de problème d'eau en Mbalmayo pour l'instant. C'est noté, Monsieur le maire. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter les docteurs Pascal Owona Otu et Karel Rosan Mocheyo qui nous parlent de ces citadins qui vont de plus en plus dans les villages. Comment faire? Quelles dispositions prendre face à la ruée des citadins vers les villages? C'est un focus dans Scène de presse. Vu la pandémie qui existe actuellement, qui sévit dans notre pays, beaucoup de personnes auront tendance à vouloir entrer dans les zones rurales parce qu'ils se disent que les zones urbaines sont les plus exposées. L'exode urbain en soi ne constitue pas une mauvaise chose. En réalité, dans un contexte où on aimerait faire la promotion
de l'économie, des traditions. Il serait même intéressant de promouvoir l'exode urbain, contrairement à l'exode rural. Mais l'exode urbain peut constituer un comportement à risque du point de vue des raisons qui le motiveraient. En ce qui concerne les mesures, dans ce cas, il y a des mesures individuelles et des mesures générales. J'appelle mesures individuelles l'ensemble de gestes qu'il faudrait faire au niveau de chaque individu et de la famille de chaque individu, parce que chacun devrait être conscient de la pandémie qui sévit actuellement et donc chacun devrait être responsable quand le ministre de la Santé le dit depuis. J'appelle quoi acte individuel? J'appelle acte individuel le lavage individuel des mains, la sensibilisation individuelle, le respect des mesures de distanciation et autres. Maintenant, j'appelle quoi acte général? J'appelle acte général toutes les mesures prises par le gouvernement pour protéger les populations, même en zone rurale, notamment au niveau des agences de transport, vu qu'il y a déjà des mesures prises, avec le lavage des mains avant d'entrer dans les bus, le port obligatoire des masques dans les cars de transport, et même le lavage des mains à l'arrivée dans les agences de voyage. Des mesures pareilles seront très très importantes, et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est déjà en train d'être réalisé. Dans le cas du coronavirus, nous nous retrouvons dans une situation où l'exode urbain peut constituer justement un comportement à risque. Il pourrait exposer les populations qui sont en zone rurale à cette affection, sachant que déjà ils ont un profil qui sied bien aux formes graves de la maladie. En général, ce sont les populations qui sont du troisième âge. Et à côté de ça, vous avez également les infrastructures qui ne sont pas aussi adaptées et aussi conformes à ce qu'il faudrait pour gérer ce genre de cas qu'on en a par exemple à Yaoundé, à Douala, dans les grandes zones urbaines. Et donc, il est question aujourd'hui de permettre justement déjà aux autorités de véritablement prendre la mesure des choses et de réguler cet exode. Il est important de le réguler pour pouvoir mieux contrôler le risque qu'il y aurait à, n'est-ce pas, ce qu'on ait une propagation de la maladie partant des zones urbaines aux zones rurales. Bon, les autorités administratives auront à réguler très certainement cet exode urbain-là, mais également les populations doivent être beaucoup plus responsables. Et donc, autant celles qui sont en zone urbaine, s'assurer qu'elles ne représentent pas un danger pour leurs parents, pour leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants en zone urbaine, en zone rurale, mais également pour ceux qui sont en zone rurale, de savoir comment ils pourraient se mobiliser pour justement interpeller tous ceux et toutes celles qui viendraient de manière inopinée dans leur zone et pourraient les exposer au coronavirus. Alors, Monsieur le maire, vous venez d'écouter ces deux médecins qui disent quelles dispositions prendre pour peut-être pas stopper la ruée des citadins vers les villages, mais au moins pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour que ces citadins-là ne viennent pas contaminer les paysans. Alors, vous, au niveau de la commune, la mairie de Mbalmayo, qu'est-ce que vous faites concrètement pour peut-être pas freiner la rue, comme je le disais tantôt, mais au moins pour vous assurer qu'il y a quand même un certain contrôle de cette rue-là. Vous savez, nous vivons dans une société libérale. Vous savez, on ne peut pas contraindre les gens à ne pas aller dans leur village. Ça, c'est d'un. Mais ce que nous disons, nous demandons à nos populations de dénoncer tous ceux de leurs parents, pas qui sortent forcément de la ville, mais ceux qui sortent de l'étranger, parce que nous avons observé que c'est de l'étranger que le coronavirus est arrivé. Mais ceux aussi qui sortent des grandes villes, parce qu'au niveau des grandes villes, il y a beaucoup de contamination. Mais nous ne devons pas... comment dirais-je, nous n'allons pas focaliser notre attention pour dire aux gens de ne pas aller dans leur village. Ce serait contre-productif. Alors, lorsque vous êtes informé mais vous avez quand même des relais sur place. Nous avons des relais sur avec place les chefferies traditionnelles, les chefs par exemple. de village qui doivent à tous les coups signaler au sous-préfet ou au maire quels sont les cas qu'ils observent au niveau du village, des gens qui arrivent et qui ne sont pas du village, ou alors qui sont du village et qui viennent des... Et lorsque vous avez cette information, qu'est-ce que vous en faites? Lorsque nous avons cette information, nous la donnons au personnel de santé.
au personnel de santé qui, eux, sont habilités à aller voir si ce cas présente un danger pour nos populations. Je crois que le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que les écoles ayant été fermées, certains parents ont rapatrié leurs enfants dans les villages. Et c'est un véritable problème. C'est pour ça que je parlais un peu des cours à la télé. Et normalement, dans nos villages où il n'y a pas d'électricité, où parfois ils n'ont pas de télé. Alors, quelles sont les solutions locales que vous les avez solutions locales, c'est à ça que je voulais donc en venir. Par exemple, j'ai été dans 2 ou 3 villages où il y avait 12 et 22 enfants du cours -2. Au cours -2. J'ai demandé au directeur du village de prendre sa moto, de ne pas les rassembler à l'école et de faire 2 groupes, c'est-à-dire un groupe de 6 dans une maison et un groupe de 6 dans l'autre maison. Et ils passent donc le matin faire des répétitions au premier groupe et faire des répétitions dans l'après-midi à l'autre groupe. Ça permet que nous n'ayons pas de concentration parce que dans ces villages-là, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'électricité. Ils ne vont pas suivre des cours. Donc, pour les remettre au même niveau, nous prenons en charge le carburant j'emploie un mot, comme on le dit. Nous prenons en charge le transport du directeur pour qu'il puisse faire la navette entre les 2 villages. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de mieux organiser ça quand on sait que dans les villages, il y a des chefferies traditionnelles, il y a également des élites, parce que ce qu'on observe, c'est que les actions se mènent un peu de façon parallèle. Oui. Vous avez ce lundi une élite qui vient offrir des cartons de savon et mardi, le maire qui vient offrir, parfois c'est la même chose, alors que peut-être les besoins sont diversifiés. Pour poser la question, quelles sont les passerelles qui existent entre l'action du maire, celle des chefs traditionnels et des élites locales? Bon, dans le département dont je suis issu, je crois que nous, on a une association de développement et tout passe par cette association de développement. Nous n'avons pas encore eu ce type de problème-là, et l'association de développement vient donc offrir ça au niveau de la mairie et nous on se charge. Il y a ceux qui fait le tour des villages. Nous on se charge de dispatcher ça dans les villages. Je crois que ce que vous dites comme problème, effectivement, dans certains villages, parce que des élites sont en concurrence, parce que des élites sont dans des partis politiques différents, nous devons maintenant taire nos différences au niveau de l'élite, au niveau des partis politiques, pour lutter, pour avoir un seul ennemi, ce coronavirus. Et il faut coordonner cette action-là au niveau de Mbalmayo. L'action est coordonnée par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mbalmayo. Il y a un comité local de suivi de tout ça. C'est entendu, monsieur le maire, des positionnements politiques dans un contexte marqué par un appel à l'union sacrée contre le Covid-19. Cette problématique est en zooming dans cette édition de Scène de presse et c'est une signature de Joseph Clément Ongba. Nous allons retrouver Joseph Clément Ongba dans quelques instants. Monsieur le maire, le temps pour nous de nous parler des difficultés peut-être que vous rencontrez tous les jours dans la lutte contre cette pandémie. Oui, les difficultés, les premiers jours, vraiment les gens n'y croyaient pas. Les gens n'y croyaient pas. Et il a fallu vraiment qu'on fasse plusieurs descentes avec l'autorité administrative pour leur expliquer que ça existe. La deuxième difficulté, c'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Nous avons des traditions, nous avons des coutumes, les mariages. Heureusement qu'on arrive dans une commune comme Mbalmayo, les populations sont chrétiennes et c'est arrivé en temps de carême.
Donc, il y avait moins de mariages. Mais il y a des naissances. Il y a moins de... Bon, il y a des naissances. Mais la première difficulté, ce sont les deuils. Comment gérer les deuils? Vous savez, dans nos traditions, il faut pleurer, il faut faire des veillées, il faut faire des collations après le deuil, et il faut aller voir la famille qui a le deuil, les beaux-parents. C'est une trop forte concentration de personnes, et je crois que c'était la majeure difficulté. Comment faire comprendre à nos gens que, bien sûr, il y a un deuil, mais nous ne pouvons plus avoir un rassemblement de belles familles. Vous savez, dans une famille, il y a 4-5 filles. Ça fait 4-5 belles familles, donc qui doivent venir au deuil. On a beaucoup parlé de moyens matériels. Ouais. Comment vous faites avec la ressource humaine? Parce que pour aller même sensibiliser, il faut savoir quoi dire. Comment vous vous entourez? Vous avez l'expertise? Madame, quand vous êtes en pleine mer et que vous n'avez que la pirogue, vous vous accrochez à la pirogue. Donc, ce que nous faisons au niveau de la mairie, c'est que les petits moyens dont nous disposons, nous les mettons entièrement à la disposition. Je parlais des moyens humains. Les moyens humains, je vous ai parlé tout à l'heure des 60 jeunes. Des 60 jeunes de Mbalmayo. 60 jeunes de la Croix-Rouge. Et je voudrais remercier ici la présidente de la Croix-Rouge qui a mis à notre disposition la semaine dernière 300 bidons lave-mains et 300 seaux lave-mains. Avec ces jeunes, nous avons payé des robinets. Nous avons demandé à ces jeunes, nous leur avons appris comment fixer ces robinets dans ces lave-mains. Vous savez, on fait avec les moyens de bord. Aucune difficulté avec les autres administrations partenaires, les sectorielles. Quand vous allez, par exemple, intervenir dans un marché, il vous faut peut-être des forces de l'ordre à ce niveau-là. Non. Pour que le maire aille dans un marché, il n'a pas besoin. Non, je veux dire, il y a des populations récalcitrantes quand il faut dégager des gens. Est-ce que vous faites accompagner? On se fait accompagner parfois par le sous-préfet. Dans ces descentes-là, on est avec le sous-préfet, on est avec le chef du district de santé, le directeur de l'hôpital et 1 ou 2 policiers. Bon. Oui, parce qu'on a vu même au niveau des personnes qu'il faut amener faire des dépistages. Pour certaines personnes, il a fallu user un peu de contraintes. Donc, oui, ce sont des mentalités qu'il nous faut absolument. Ça dépend aussi de comment vous abordez vos populations. Ça dépend aussi de la relation que l'autorité municipale a vis-à-vis de ces populations. J'ai pas eu beaucoup de difficultés au niveau de Mbalmayo. D'ailleurs, je n'ai pas de difficultés pour entrer au marché. La seule difficulté, c'est que les gens ont peur quand le maire vient au marché. Ils se disent que il y a quelque chose, donc voilà. Ouais. Place maintenant à la revue de presse, une signature de Franck Evina. La lutte contre le Covid-19 prend de l'ampleur et la classe politique fait front. Constate Cameroun Tribune qui affirme qu'en soutenant les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour éradiquer la pandémie, la plupart des leaders politiques se déploient aussi sur le terrain pour apporter leur appui aux populations. Un engagement pour une cause commune qui amène le professeur Jacques Famdongo à dévoiler quelques-unes des actions menées par le RDPC, pendant que Cabral Libi affirme que les députés du PCRN sont déployés sur le terrain. Joshua aussi du SDF, Serge Espoir Matomba du PURS, Célestin Bidzigui du PAL et bien d'autres réitèrent leur soutien au gouvernement. Un qui évolue en cavalier solitaire, c'est Maurice Kamto. D'après Mutation, le président du MRC qui a lancé un appel à la générosité sans autorisation préalable a été stoppé dans son élan par le ministre de l'administration territoriale. Sur la base de la loi de 1983 régissant les appels à la générosité publique, Paul Atangandi a ordonné la fermeture des comptes bancaires
secondaires ouverts à cette fin et qui auraient recueilli 234 millions de francs CFA en seulement 3 jours. Une brouille autour de la solidarité nationale à l'image de ces sons de cloches discordants pour la rentrée du 3e trimestre. Le quotidien de la rue de l'aéroport révèle qu'alors qu'une version modifiée du calendrier de l'année scolaire signée conjointement par les ministres en charge de l'éducation fait le tour de la toile, Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, fait savoir que la décision de reprise des cours relève du chef de l'exécutif. Une mise au point qui n'efface pas les inquiétudes de la communauté éducative, qui met tout en œuvre pour éviter une année blanche. Le jour dévoile les nombreuses stratégies utilisées pour permettre à l'école de contourner le confinement. Du téléenseignement sur la CRTV aux cours en ligne avec la contribution des groupes WhatsApp et autres plateformes numériques, en passant par les cours de répétition à domicile. Dans cette quête de solutions appropriées pour boucler l'année scolaire, Cameroun Tribune affirme que l'école sera préservée. En attendant la reprise des cours, les masques de protection font leur entrée dans le plan de riposte du gouvernement. Depuis le 8 avril, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. À partir du lundi 13 avril, il sera obligatoire dans tous les espaces publics. Mais la pénurie et les coûts des masques normés incitent les populations à recourir à des solutions locales pour se couvrir le nez et la bouche. Une pratique inhabituelle pour les Camerounais, tout comme la fermeture des mosquées ou encore la suspension des célébrations liturgiques publiques, des changements qui ont marqué ce dimanche l'exaltation par la communauté chrétienne de la victoire du Christ Sauveur face à la mort. La revue de la presse était sur la scène. Que nous réservent les lendemains? C'est la question que nous nous posons dans la deuxième partie de Scène de presse. Et pour en parler, nous avons sur le plateau le vice-président du Conseil scientifique pour les urgences de santé publique. Il s'agit du professeur Pierre Ongolo. Bonsoir professeur et bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir à vous. Et en face de vous, Karine Olive Yabit, qui est le chef service de rewriting ici même à la rédaction centrale de la CRTV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Grace. Merci. Professeur Pierre Ongolo, le Cameroun est rendu aujourd'hui à plus d'un mois, précisément 35 jours après la détection du premier cas de coronavirus dans notre pays. Quelle analyse faites-vous de l'évolution de la maladie au Cameroun? Effectivement, nous sommes à 5 semaines d'épidémie au Cameroun. L'analyse est que nous sommes passés à la phase que l'on définit comme la situation où il y a plusieurs départs d'épidémie, dont un cluster. Nous avons le cluster de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam maintenant. C'est la phase 2. La phase 2, pas encore. On ne peut pas parler de phase 2 parce que la phase 2 signifie que nous avons une prévalence qui est considérable alors qu'actuellement, nous sommes encore à une situation où on a un cas pour 24 000 personnes. Donc, nous ne sommes pas encore en termes de nombre dans la phase d'inquiétude. Mais si nous ne prenons pas les méthodes pour endiguer l'épidémie maintenant, elle peut exploser. Et nous avons observé qu'avec certains errements, au moment de la décision qui a été prise au bon moment d'imposer la quarantaine, le fait que certains se soient défilés de cette quarantaine, on a eu des contaminations dans les familles du fait des personnes qui sont venues, elles étaient malades et sont allées dans leur famille. Donc, de manière résumée, nous sommes dans une situation où il y a plusieurs départs d'épidémie. Sur le plan de la lutte contre cette épidémie, si nous prenons toutes les mesures pour endiguer l'épidémie, c'est-à-dire la maintenir dans les zones où elle se trouve, en ciblant bien les personnes contacts et en évitant qu'il y ait d'autres personnes contacts, le Cameroun peut encore gérer cette épidémie sans qu'elle ne devienne présente sur l'ensemble du territoire. Alors, à un moment donné, on a observé comme une progression fulgurante de la maladie. Il y a 2 semaines, on a pratiquement compté 200 cas en 3 jours. À quoi est-ce que cela a été dû? C'est l'histoire de la maladie. Si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui qui est malade sans savoir qu'il est malade et que vous ne prenez pas les mesures barrières, il faut attendre les 2 semaines pour que vous fassiez la maladie. Ceux qui sont plus vulnérables vont commencer à la faire 4 à 5 jours après le contact et la maladie va donc évoluer. Et typiquement, l'épidémie au Cameroun, c'est des cas importés.
Ces cas importés, lorsqu'ils arrivent, il y a cette attractivité par rapport aux familles. Généralement, ils viennent pour des événements familiaux. On ne peut pas avoir vu son ami qui vient depuis longtemps sans que on ne l'embrasse. Donc, ça a été ça. Maintenant, quand on a pris les mesures de limiter les entrées et les mesures de quarantaine, il y a donc tout ce qui était rentré, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient dans la communauté et qui ont contaminé un certain nombre de personnes. Avec la mise en place d'un système de dépistage et un système serré de suivi des contacts, on a donc touché davantage de contacts. Naturellement, on a pu détecter davantage de maladies. À l'heure actuelle, il y a une liste de contacts qui sont suivis. Parmi ces contacts qui sont suivis, il y en a qui sont considérés comme plus à risque que d'autres du fait du contact rapproché qu'ils ont eu avec les personnes malades. Nous attendons à ce que les chiffres continuent d'augmenter, mais ce que nous apprécions lorsque nous analysons, c'est qu'avec les mesures de confinement et de quarantaine, nous avons ralenti la progression de ces chiffres-là. Si ces personnes n'avaient pas été mises en quarantaine, on serait bien au-delà. Peut-être on serait passé à 4 ou 5 fois le chiffre que nous avons actuellement. Alors, vous dites que les chiffres vont continuer. Vous attendez à ce que les chiffres continuent d'augmenter. Est-ce que cela sous-entend que nous allons atteindre ce fameux pic qu'on nous prédit tant? Alors, le pic est prévu dans les modèles de l'épidémie. Mais les pics, parfois, peuvent être... Vous pouvez avoir une motte de terre, ou alors vous pouvez avoir une colline, ou vous pouvez avoir un mont. Dans la situation actuelle, les mesures qui ont été prises et les 7 mesures qui ont été rajoutées, c'est pour que la colline prévue ou le mont prévu se transforme en motte de terre, pour prendre cette illustration. C'est pour cela que toutes les mesures qui sont prises sont complémentaires. Le fait que nous ayons appris sur la maladie pendant qu'elle se déployait ailleurs, le fait que des mesures de fermeture des frontières aient été prises, que les mesures de distanciation aient été prises, nous permet de pouvoir gérer et de pouvoir continuer à croire que nous pouvons endiguer l'épidémie. Comment l'épidémie se propage ? C'est dans la famille pour un tiers des cas, c'est dans la communauté pour l'autre tiers des cas, après c'est dans les espaces publics. Alors les mesures qui sont prises disent, si vous suspectez que vous êtes malade, restez dans votre famille, restez dans votre maison, portez le masque, faites porter le masque à tous ceux qui sont dans la maison pour que si vous êtes malade, vous ne contaminiez pas votre famille et qu'on puisse vous prendre en charge. Lorsqu'on demande aux gens de réduire les regroupements, c'est pour éviter que la part communautaire soit impliquée. Et ce que l'on a appris, c'est que lorsque, par exemple, les enfants qui ne font pas des formes graves de maladie, s'ils continuaient d'aller à l'école, ils allaient être ceux qui faisaient passer l'épidémie entre les familles. Donc c'est pour ça qu'on a fermé les écoles et les universités. Une fois que l'on a fait cela, il nous reste le problème des agglutinations dans les espaces publics, dans les transports en commun. C'est pour cela que l'idée d'introduire le masque, c'est pour diminuer la quantité de virus, n'est-ce pas, qui va être dans l'ambiance, sur les espaces publics. Donc avec cela, nous sommes relativement optimistes. Mais cet optimisme ne vaut que si nous respectons la batterie des 20 mesures qui ont été prises. Parce que si je mets le masque et je touche mon masque et je ne me lave pas les mains, le masque ne sert à rien. On va parler du masque tout à l'heure, Karine. Professeur Ongola, il y a quelques semaines, les prévisions pour l'Afrique étaient très effrayantes. Elles le sont même encore. J'ai écouté tout à l'heure le journal d'une chaîne étrangère à 20h où on annonçait toujours une catastrophe, on va dire comme ça, entre guillemets, dans les jours qui viennent. L'Afrique, selon ses experts, allait être très rapidement submergée par cette pandémie. Mais ce que l'on constate, c'est que le nombre de cas augmente, mais il reste encore bien en deçà de ces lourds bilans qu'on peut voir à l'étranger. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Est-ce que le pire reste à venir? L'explication est simple. Imaginez si le Cameroun n'avait pas pris la décision de fermer ses frontières. On aurait continué de recevoir nos membres de famille, certains qui sont malades, et à continuer d'aller dans nos deuils, dans nos mariages, comme nous savons bien les faire. La maladie aurait explosé.
cette mesure a été prise. S'il fallait qu'il y ait la quarantaine, il ne suffisait pas de fermer, il fallait qu'il y ait la quarantaine. Avec la mise en quarantaine d'un certain nombre de personnes, on a diminué la contagiosité de ces personnes-là. Donc nous voyons très bien que les prévisions qui étaient faites sur un modèle où les gens ne faisaient rien. Il se trouve que les gouvernements africains ont pris des mesures. Certains ont pris des mesures beaucoup plus vigoureuses en les adaptant à leur contexte et ces mesures portent des fruits. Est-ce que nous devons pour autant baisser les bras? Nous ne devons pas baisser les bras. Je redis, il faut endiguer. Si vous avez des terroristes à un endroit, la stratégie militaire apprend qu'il faut encercler cette zone et s'assurer qu'ils ne sortent pas de là. Il s'agit donc d'utiliser une stratégie simple. Nous connaissons les personnes qui sont malades, nous connaissons leurs contacts, nous suivons de manière sérieuse leurs contacts, nous convainquons leurs contacts de se mettre en quarantaine, de se surveiller et de se signaler. En faisant ainsi, le millier de contacts qui sont déjà enregistrés, s'ils restent en confinement, nous pouvons endiguer encore l'épidémie. On va prendre l'exemple tout simple. Les cas qui sont révélés dans le Sud. Si les gens avaient été sérieux, en restant là où ils étaient, sans changer de localisation, il n'y aurait aucun cas dans le Sud. Mais il se trouve bien que c'est les mouvements de personnes qui se savaient malades et n'ont pas voulu respecter les mesures de quarantaine qui ont amené le virus dans le Sud. Merci en tout cas, dans la partie, dans la villa, pas dans l'océan. Est-ce qu'il pourrait y avoir une deuxième vague de contamination? Il peut y avoir une deuxième vague de contamination si l'on baisse la garde. La particularité de Covid est que beaucoup de personnes ayant été en contact avec ce virus ne vont pas faire une forme parlante de la maladie. Donc, ils vont être apparemment en bonne santé, mais lorsqu'elles parlent, ces personnes-là, elles sont en train de projeter des virus dans l'environnement. Asymptomatiques. Ils sont asymptomatiques, donc on ne sait pas qu'ils sont malades, ils ne se mettent pas en quarantaine. Et donc, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons avoir un deuxième rebond si les mesures ne sont pas suffisamment prolongé dans le temps pour s'assurer que les cas infectants sont réduits à néant. Dans le même esprit, les personnes guéries produiraient des anticorps protecteurs contre une nouvelle infection. Pendant combien de temps ces personnes sont-elles à l'abri d'une nouvelle infection, justement? Vous posez une question sur laquelle la science n'a pas encore de réponse. Ce que nous savons des autres maladies respiratoires comme la grippe, c'est que souvent ces anticorps restent entre 9 et 24 mois. Ce qu'on a observé avec le premier SARS 2002-2003, provoqué par un virus de la même famille que le corona que nous avons actuellement, c'est que les anticorps sont restés chez certaines personnes jusqu'à plus de 24 mois. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous découvrons, le monde scientifique est en train de découvrir ce qu'est Covid-19 et personne ne peut à ce jour faire une prédiction sur ce qui va se passer. Professeur, ça veut dire que les personnes déclarées guéries doivent tout continuer de respecter les mesures barrières? Alors, lorsque quelqu'un a été guéri, elle doit se remettre dans une posture à l'heure actuelle qui est identique aux autres. C'est tout ce que nous pouvons dire à l'heure actuelle parce que nous ne savons pas. Et donc, il vaut mieux, au moment où nous prenons les mesures, vous avez déjà vu des cas où quelqu'un fait un palu, on le traite et 2-3 semaines, il fait une rechute parce que le virus n'a pas été, dans le cas du paludisme, le parasite n'a pas été complètement éliminé. Alors, professeur, je voudrais qu'on revienne dans la première partie de l'entretien que vous avez eu avec Karine Olivier Abid, pour que vous nous disiez quels sont les facteurs de vulnérabilité qu'on observe en Occident et peut-être qu'on n'observe pas ici. Est-ce qu'au niveau de l'Afrique, il y a des éléments de protection? Nous n'avons pas suffisamment de données pour affirmer un certain nombre de facteurs de protection. Mais pour les facteurs de vulnérabilité, il apparaît que les mêmes semblent jouer chez nous. Les personnes de plus de 50 ans,
sont plus à risque de faire des formes graves de la maladie et d'en mourir quand on regarde tous les chiffres africains et quand on regarde les chiffres camerounais. Le pourcentage de décès pour l'instant au niveau du Cameroun est à 1,4%. Mais lorsqu'on regarde ces personnes-là, généralement, elles avaient plus de 50 ans. Certaines étaient hypertendues, certaines avaient des antécédents cardiovasculaires. Donc, les mêmes facteurs qui ont été retrouvés ailleurs semblent se retrouver en Afrique. Il y a un autre élément, et ceci, c'est des hypothèses qui méritent d'être vérifiées. Il semble que ce virus a un comportement qui est lié à certaines dispositions, certains récepteurs au niveau des membranes des cellules. Et ces types de récepteurs au niveau des membranes des cellules dépendent des individus. Donc ça fait partie du patrimoine génétique. Certains seraient plus protégés que d'autres en fonction de la quantité de récepteurs qu'ils ont sur leur membrane. Pour l'instant, vu le nombre en Afrique et parce que des études purement génétiques n'ont pas été faites, nous ne pouvons rien dire de ferme. Certains pensent que le vaccin, le BCG par exemple, atténuerait la portée du virus. Maintenant, ce que nous savons de manière de plus en plus certaine, c'est que tous les problèmes que l'on observe avec Covid, c'est le désordre que ce virus provoque dans le système immunitaire. Donc, tous les médicaments qui ont été proposés sont autour de l'immunomodulation. Quand on parle d'un virus dans les ordinateurs, il rentre dans l'ordinateur et commence à faire du n'importe quoi à votre ordinateur. Ce virus fait exactement la même chose. Une fois qu'il rentre dans la cellule, il rend la cellule complètement folle et va toucher les membranes, notamment au niveau des poumons. Et donc, du coup, l'oxygénation ne peut plus se faire. Et ça ne touche pas seulement le poumon. Avec l'hypoxie, ça va toucher le cœur, ça va toucher les reins, ça peut toucher la peau, ça peut toucher le système nerveux. Donc, c'est ce désordre-là qui devient la catastrophe. Il se trouve donc que ceux dont l'immunité est plus contrôlée et plus résiliente, si je peux utiliser le terme, semblent tenir le coup. Et tout ce qui... Il y a des tendances. Il y a un papier qui a été fait il n'y a pas longtemps où on comparait la prévalence et la mortalité du Covid par rapport à la proportion des personnes vaccinées contre le BCG. Effectivement, ceux où le vaccin du BCG est systématique semblaient ne pas avoir de problème. Maintenant, il faut confirmer. Et ce n'est Quel pas est votre encore avis, professeur? Quel est votre avis sur le vaccin? C'est un sujet qui fait débat en Europe, mais également en Afrique. Quel est votre avis sur le vaccin? Et de quel vaccin s'agit-il? S'agit-il d'un vaccin préventif ou Mon avis est personnel. Du fait de l'expérience dans les efforts sur la vaccination contre le VIH, qui nous a appris que nous devons être modestes. Lorsque nous avons des virus qui changent, qui s'adaptent aux individus, imaginer un vaccin, c'est pas sûr que c'est la bonne solution. Nous avons l'expérience de la grippe. Le virus de la grippe change quasiment tous les ans ou tous les 2 ans. On est obligé de changer le vaccin. Est-ce que l'ambition de chercher un vaccin contre le Covid est justifiée? Pour les équipes de chercheurs, oui. Mais personnellement, en admettant que la nature, par définition, change, n'est-ce pas? Le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, nous a appris que chez le même individu, il peut changer chez l'individu. Alors, la question du vaccin, c'est un débat. Curatif ou préventif? Quel que soit le vaccin? À mon avis, le débat est ouvert. Des promesses sont faites qu'on a trouvé quelque chose, mais le modèle aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un peut affirmer que le vaccin ou les candidats vaccins sont efficaces. C'est un espoir que nous devons garder, mais s'il y a un vaccin, il ne pourra jamais être disponible avant au moins 24 mois si on respecte toutes les procédures. Alors, vous parlez tantôt de la prise en charge de cette pandémie.
Professeur, on a quand même observé depuis un certain temps que les chiffres, fort heureusement, des personnes guéries de ce Covid au Cameroun, ces chiffres-là augmentent également. Est-ce qu'on peut penser que notre pays a également fait des progrès dans la prise en charge des personnes souffrant de Covid-19, notamment en termes de protocole de traitement? Les progrès qui sont observés tiennent à la qualité des mesures de mise en quarantaine, mais également à la prise en charge au niveau médical. Lorsque ces personnes, il y en a un certain nombre qui avaient des signes de détresse respiratoire, elles ont été prises en charge avec des combinaisons qui sont en train d'être évaluées. Je ne peux pas révéler les résultats parce que les analyses ne sont pas faites. Il y a différents protocoles de traitement qui sont testés. Le moment venu, nous pourrons savoir lequel est le plus efficace. Mais en tout cas, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les désordres immunitaires étant la principale cause de détresse respiratoire et de décès chez ces patients, tous les médicaments qui peuvent entraîner une immunomodulation, c'est-à-dire contrôler la réponse immunitaire. C'est comme ça que la chloroquine marche, c'est comme ça que l'azithromycine marche, ou d'autres macrolides, ou encore le zinc. On a une ordonnance, Karine Olive, on avait une prescription circulée dans les réseaux sociaux. Je reviens tout simplement à la déontologie. L'ordonnance sur le réseau social, c'est tout et n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. C'est une ordonnance de l'hôpital régional du sud-ouest de Buea. L'hôpital régional du sud-ouest de Buea. Comment vous pouvez assurer que cette ordonnance vienne là-bas par séjour? Et je ne pense pas qu'un médecin puisse mettre son ordonnance sur WhatsApp. Et c'est une ordonnance à un malade, n'est-ce pas? Parlant de traitement, professeur, pourquoi la controverse, on en a beaucoup parlé, c'est vrai, mais j'aimerais avoir votre avis. Pourquoi la controverse autour de la chloroquine, ce médicament, qu'on s'inquiète des effets secondaires à l'Occident? On peut le comprendre parce qu'ils ne connaissent pas ce médicament, mais nous, en Afrique, on a grandi tous avec ce médicament. Quel test, quelle vérification faut-il encore pour que ce médicament, finalement, rentre dans notre protocole? Vous vous souvenez qu'on conditionnait votre argent de poche avec la prise du comprimé amer le lundi matin? Voilà. OK. Donc, c'est bien la même époque. Donc, la chloroquine la chloroquine est connue depuis plus de 50 ans, n'est-ce pas? Il se trouve que c'est un médicament qui était efficace contre le paludisme dans notre pays. Et à un moment donné, je parlais de la mutation des parasites et le Plasmodium falciparum du Cameroun a commencé à se moquer de la chloroquine. Donc, on a supprimé ce médicament. Maintenant, c'est un médicament que l'on utilise dans les rhumatismes, la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus érythémateux disséminé, qui est une maladie auto-immune. Donc, c'est un médicament qui a continué à être utilisé pour ces propriétés-là. Il se trouve que ceux qui s'intéressent aux maladies tropicales et qui connaissent bien certains médicaments connaissent les effets antiviraux et le mécanisme, c'est tout simplement que la chloroquine bloque l'entrée du virus dans la cellule. Et si le virus n'est pas rentré dans la cellule, il ne pourra pas se démultiplier, simplement. Maintenant, la polémique vient de la politique et de l'économie. Je vais le dire juste comme ça. Et dans les circonstances de panique et de l'urgence, ceux qui avaient la connaissance de ce qui avait été déjà testé dans le premier SARS en 2002-2003 se souvenaient qu'on avait déjà testé la chloroquine. C'est tout simplement le comportement, la suite logique du comportement du professeur Raoult. Mais il surprend tous les autres qui, eux, sont dans la recherche d'un vaccin ou dans la recherche d'antiviraux qui vont être des nouvelles molécules. Vous pouvez tout à fait comprendre l'économie politique du médicament. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci, professeur. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. En zooming, le positionnement politicien dans un contexte d'appel à l'union sacrée contre le Covid-19. Cette problématique est abordée par Joseph Clément Omba dans cette édition de Scène de presse.
Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, la planète subit de plein fouet la crise sanitaire consécutive à la pandémie qu'est le coronavirus. Le monde en est littéralement tétanisé. La pandémie nous inflige un macabre bilan, la mort s'abattant au quotidien sur tous les pays avec une effroyable redondance. Le Covid-19 n'épargne personne, jeunes comme vieux, hommes comme femmes, États riches ou pauvres, et confine les sportifs dans les vestiaires, fait planer la menace d'une récession économique mondiale. En brisant toutes les frontières, aussi bien culturelles, linguistiques, politiques, démographiques ou religieuses, le coronavirus semble vouloir configurer un nouvel ordre mondial. Un peu partout, les peuples taisent leurs divergences, font prévaloir l'intérêt humain, s'alignent en bloc derrière leurs dirigeants pour mettre le Covid-19 hors d'état de nuire. Au Cameroun, sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya, un plan national de riposte qu'il pilote personnellement a permis d'édicter une série de mesures barrières pour circonscrire la propagation du coronavirus au Cameroun. Dans cet arsenal, Paul Biya crée le 31 mars 2020 un fonds spécial de solidarité destiné au financement des opérations de la stratégie nationale contre la propagation du coronavirus. Une initiative qui fait florès avec plusieurs Camerounais de bonne foi, des entreprises citoyennes qui alimentent le dit fonds avec des contributions substantielles, gonflant la mise de départ fixée à 1 milliard de francs CFA. Malheureusement, en marge de la loi, certains leaders de partis politiques et d'associations ont pris sur eux de lancer des appels à la générosité publique, prétendument aux mêmes fins. Pourtant, la législation en la matière est claire, et le rappel vient du ministre de l'administration territoriale. La collecte de fonds en cas de situation de crise ou de catastrophe est encadrée par la loi numéro 83/002 du 21 juillet 1983, régissant les appels à la générosité publique, et son décret d'application datant du 14 août 1985, fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Selon ce décret, en son article 1, alinéa 1, tout appel à la générosité publique est subordonné à une autorisation préalable. Moralité, le texte interdit formellement à tout individu ou organisation de quelque nature que ce soit de faire appel à la générosité publique sans au préalable avoir obtenu l'autorisation du ministre en charge de l'administration territoriale. L'alinéa 2 est même une sorte de manuel de procédure sur le modus operandi du processus de collecte de fonds par le biais de l'appel à la générosité publique. En son article 2, alinéa 2, le décret stipule que l'autorisation est accordée par arrêté et n'est valable qu'à l'intérieur du territoire. Cette autorisation est refusée par lettre motivée au requérant par tout moyen laissant trace écrite. Article 3. Le retrait des autorisations à la générosité publique relève du MINAT qui peut l'opérer d'office ou sur proposition de l'autorité administrative locale en cas d'irrégularité dûment constatée ou si l'objet de l'appel se révèle par la suite illicite ou contraire à l'ordre public. Ces textes constituent des garde-fous pour éviter tout dérapage et garantir l'ordre public. À l'observation, la loi de 1983 et le décret de 1985 sont bien antérieurs à la crise sanitaire actuelle. Ces textes ont donc transcendé l'espace et le temps. Le gouvernement a ainsi fait œuvre de visionnaire et sa démarche actuelle est parfaitement conforme à la légalité. La loi est dure, mais c'est la loi, nous rappelle l'adage. Pour l'instant, cette nomenclature juridique reste en vigueur. Ne pas l'appliquer relève soit de la mauvaise foi, soit de l'ignorance, des attitudes qui constituent des obstacles à la démocratie. Joseph Clément Ongba, retour sur le plateau. Alors, professeur, faut-il avoir peur des chiffres sur le Covid-19 quand on sait par exemple qu'en Afrique et partant au Cameroun, le paludisme tue bien plus encore? On parle par exemple en 2018 de 3263 décès, en 2014 de 4478 décès, soit 13% du taux de mortalité pour 100 000 personnes. Alors, faut-il avoir peur des chiffres sur le Covid? Encore que certains disent que ces chiffres sont quelque peu biaisés. Faut-il avoir peur des chiffres?
Derrière les chiffres, il s'agit d'individus, il s'agit de familles, il s'agit de personnes qui peuvent mourir, il s'agit de surcharge de travail dans les formations sanitaires, alors qu'il y a d'autres maladies qui sont là. Vous avez parlé du paludisme, mais les diabétiques, les hypertendus, ceux qui ont des problèmes rénaux ou les accidents de moto continuent d'exiger des soins. Et chaque fois qu'une nouvelle maladie apparaît et sous la forme d'une épidémie qui va requérir une mobilisation, je ne sais pas, est-ce que dans les programmes de la CRTV, lorsque vous vous prépariez en début d'année, vous avez envisagé que vous mettriez autant de temps sur cette maladie? Du tout. Alors, si dans le même temps, il y a d'autres problèmes de santé qui restent, cette épidémie mérite parfaite considération et il s'agit de trouver les bons moyens pour continuer de s'occuper des autres problèmes de santé. Par exemple, si on arrêtait de vacciner les enfants parce qu'il y a Covid, est-ce que nous imaginons la catastrophe pour cette génération de jeunes enfants qui n'auraient pas eu la vaccination? Donc, vraiment, le système de santé doit s'adapter à cette nouvelle situation parce que les autres maladies sont encore là. Et le corps médical apprécie les décisions de créer des hôpitaux spécialisés pour que le système continue de fonctionner normalement, parce qu'autrement, nous risquions d'avoir une augmentation du nombre de décès, pas directement liés à Covid, mais parce que des personnes qui avaient besoin de soins n'auraient pas eu ces soins-là. Alors le corps médical à qui on doit vraiment rendre un vibrant hommage pour le sacrifice que ces personnels font donc pour pouvoir prendre en charge les différents malades du Covid-19. Alors, professeur, maintenant, nous allons parler de la décentralisation de la lutte contre cette maladie, cette décentralisation qui est donc mise en place par le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Comment cette riposte s'organise-t-elle? Permettez-moi de revenir sur les personnels de santé. Merci pour eux. Les premières personnes en danger dans cette épidémie sont également les personnels de santé. Et au moment où nous parlons, il y a au moins 21 personnes des corps de la santé qui ont été testées positives. Le souvenir d'Ebola, où les corps de la santé ont payé le plus lourd tribut, est encore présent dans l'esprit de beaucoup de médecins africains. C'est pour ça que les mesures d'alerte ou l'alerte qui a été tirée, qui continue d'être tirée pour que chacun prenne sa part de responsabilité, c'est tout simplement pour que le système ne soit pas ébranlé. Donc merci pour courage à tous les collègues qui sont dans les unités d'isolement. Vous parlez de la décentralisation. La décentralisation, la lutte, elle était impérative. À partir du moment où il y a eu plusieurs départs d'épidémie, le niveau central ne peut plus gérer. Il s'agit donc de passer à un engagement, à une meilleure communication pour que chacun comprenne quels sont les risques et que chacun prenne les bonnes mesures pour que la communauté, pour que l'unité administrative ne devienne pas une victime. Parce que si quelqu'un est malade à Yokadouma et qu'il a besoin d'oxygène, il faut qu'on puisse déjà lui donner l'oxygène à Yokadouma, même si on va le transférer à l'unité régionale. Il s'agit donc d'organiser des coalitions locales. Et ces coalitions locales, elles doivent se construire avec les structures existantes. La première structure, c'est la famille. Lorsque quelqu'un tousse dans notre famille en ce moment ou a de la fièvre, il ne faut pas prendre ça à la légère parce que nous pouvons être en train de nous contaminer tous. Il faut prendre les mesures, soit pour que la personne aille à l'hôpital, et les mesures sur l'hygiène, le lavage des mains, c'est très important. C'est à la maison qu'on apprend à le faire. Ensuite, après les familles, c'est les communautés. Les communautés doivent s'organiser. Lorsque M. le maire parlait tout à l'heure des problèmes au niveau du deuil, on ne peut pas imposer des mesures d'en haut. Il s'agit d'organiser des concertations avec les parties prenantes au niveau local pour trouver ce qui est l'adaptation, n'est-ce pas, à cette nouvelle situation. Et ces adaptations, avec les plus de 237 n'est-ce pas, tribus, vont forcément être différentes. Mais si on n'écoute pas ces leaders communautaires, si on n'écoute pas les autorités municipales, si elles ne se sentent pas engagées, les autorités administratives ou les forces de sécurité, la lutte sera perdue.
Nous avons dans ce pays le souvenir de l'efficacité des comités de vigilance dans la partie septentrionale. Nous avons également la preuve des comités de vigilance contre le banditisme en milieu urbain. Donc les ressources locales, communautaires doivent être intégrées, celles municipales également. Et maintenant, de manière spécifique, la majorité des maires sont les présidents des comités de gestion des hôpitaux. Il faut que ces hôpitaux soient préparés à gérer. C'est eux les vrais patrons. S'ils ne signent pas, l'hôpital ne pourra pas être prêt. Donc il est important que chacun joue pleinement son rôle dans cette lutte. Est-ce que, professeur, en région, le personnel est formé pour faire face à cette pandémie? Donc, vous avez parlé tout à l'heure de 21 personnes, personnel sanitaire testés positifs. Donc le personnel est en train d'être progressivement formé. Vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu les cas de Douala, il y a eu les formations, on a identifié, et le premier message que l'on passe, c'est que tous les personnels se souviennent des mesures d'hygiène et de protection et de sécurité au travail. Et la formation va aller progressivement parce qu'il ne s'agit pas seulement de former les médecins, les infirmières, il s'agit de former les aides-soignantes, il s'agit de former les agents de santé communautaire, il s'agit de former les membres des structures de dialogue pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Une situation dont on n'a pas parlé tout à l'heure, la gestion des corps des personnes décédées du Covid implique les municipalités. Ce n'est pas les hôpitaux qui vont aller enterrer ces corps, ce sont les municipalités, dont les personnels des services d'hygiène des municipalités ont également à être formés sur la gestion de ces corps. Donc il y a beaucoup d'aspects qui exigent de la formation. Elle a commencé. Elle n'est pas finie. Et comme la maladie évolue, cette formation va exiger des remises à niveau régulières. Alors, une région peut-elle choisir sa stratégie de riposte? Est-ce que, par exemple, une région qui n'enregistre pas encore de cas positifs au Covid-19 peut choisir de tester tout ce qui rentre dans cette région? Alors, le test n'est pas la meilleure stratégie, elle n'est pas efficace. Alors, les mesures, généralement, il y a plusieurs plans. Il y a un plan national par rapport aux maladies à potentiel épidémique, où les uns et les autres savent ce qu'ils doivent faire. Il y a la phase d'alerte où on fait de la surveillance. Ensuite, lorsqu'on a des cas, il y a des mesures spécifiques que l'on doit prendre. Il s'agit donc actuellement de mettre en œuvre la stratégie nationale, chacun après une analyse locale du risque. Et donc, jusqu'à présent, la stratégie est d'essayer de détecter les cas et s'ils sont suspects, on les met en quarantaine, le temps de tester et de les mettre en isolement s'ils sont confirmés positifs. Le plan est un plan national, les cercles de décision sont déconcentrés et chacun avec... Il y a un arrêté qui a été signé, qui organise cette lutte-là et chacun sait ce qu'il devrait faire. Alors, professeur, je voudrais quand même signaler à votre suite que dans le cadre de cette décentralisation, les gouverneurs sont les responsables des systèmes de gestion de l'incident au plan régional et ces gouverneurs ont déjà reçu des équipements de protection individuelle. Ils ont également reçu du matériel de prélèvement et de laboratoire. Ils ont reçu des équipements et consommables de désinfection et de décontamination, ainsi que d'autres types d'outils, notamment le chlore, les gants, des gants chirurgicaux. Alors, professeur, la question que moi je voudrais vous poser, c'est celle de savoir si cette décentralisation se limite au niveau des gouverneurs ou alors les municipalités sont formellement impliquées dans cette lutte contre le Covid-19, dans l'organisation de la lutte contre le Covid-19 en région. La Constitution et le Code général des collectivités territoriales décentralisées rendent les municipalités responsables d'un certain nombre de missions de santé publique. Il s'agit donc de former chacun pour gérer cette nouvelle situation. Donc les maires, les gouverneurs vont coordonner les activités au niveau régional, mais il faut que chaque district de santé soit en alerte et puisse avoir la capacité de gérer. Si l'épidémie devenait communautaire,
il faut bien que l'aire de santé, il faut bien que le district de santé prenne ses responsabilités. On n'attendra pas que le gouverneur parte de Yaoundé pour aller régler les problèmes à Yoko, par exemple dans le cadre du centre. Il s'agit pour chaque communauté de se préparer à faire face à cette épidémie en ayant les outils pour apprécier le risque et adapter les solutions qui permettront. Et ces solutions, il y en a qui sont universelles. Le lavage des mains, le port des masques, la distanciation sociale sont impératifs pour tout le monde. Maintenant, l'ajustement des efforts au niveau local va dépendre des moyens, des ressources humaines et des ressources matérielles et financières disponibles. Pour ça, Lucrèce a parlé tout à l'heure de ces équipements médicaux qui ont été remis aux gouverneurs des régions. Parmi ces équipements, on figure donc du matériel de prélèvement et de laboratoire. Est-ce que cela signifie que chacune des 10 régions du Cameroun dispose désormais d'un laboratoire d'analyse du Covid-19? Donc, Monsieur le ministre de la Santé publique a pris un certain nombre de mesures qui permettent au centre de diagnostic et de traitement à la tuberculose, qui avait des équipements pour pouvoir faire des prélèvements, pour faire l'analyse PCR. Ils sont donc disposés et on va donc former les gens à pouvoir faire les prélèvements. Mais il y a un réseau de laboratoires. Il faut assurer la qualité de ces diagnostics et il y aura un réseau de laboratoires sous la conduite du Centre Pasteur pour s'assurer que tous les tests sont de bonne qualité et que les gens sont formés pour s'adapter. Il y a également l'espoir qu'il y ait des nouveaux types de tests qui soient différents des tests PCR. Nous attendons. Ils n'ont pas encore complètement été validés. Peut-être que le Cameroun fera partie des pays qui valideront ces tests-là, les fameux tests rapides. Ce n'est pas encore disponible, donc c'est également là un domaine qui est en mouvement. Alors, professeur, je voudrais que nous parlions du port du masque qui va être rendu obligatoire, mais qui entre en vigueur dès ce lundi. Et avec la complicité de la régie, je voudrais que nous puissions voir certaines images que vous allez commenter, notamment la première image qui met en scène des personnes qui toussent. D'un côté, un qui porte le masque et de l'autre, celui qui ne porte pas. Pour que vous nous disiez pourquoi aujourd'hui le masque apparaît comme la barrière, on va dire, numéro 1. OK. Donc, cette illustration permet de comprendre à quoi sert le masque comme mesure de santé publique. Au tout début, le débat a été autour de la protection des personnels de santé ou autour de la protection individuelle. Sur l'image du haut, c'est quelqu'un qui est malade. Lorsqu'il tousse ou lorsqu'il éternue, voilà les gouttelettes ou les postillons qu'il va projeter. Et si celui en face de lui est très proche de lui, généralement, quand on parle, les postillons peuvent aller jusqu'à 1 mètre. Quand on tousse, ils peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Quand on éternue, ils peuvent aller jusqu'à 6 mètres. Donc, il va, comme il a le nez non protégé, la quantité de virus qu'il risque de recevoir est élevée. Maintenant, si le malade... alors, en dessous, si le malade ne porte pas le masque et c'est seulement la personne non malade qui porte le masque, le risque reste élevé parce qu'il y a une partie des postillons qui peuvent aller dans ses yeux et il y a une partie qui peut inhaler. La troisième situation est celle où le malade porte le masque. Lorsqu'il porte le masque, il va diminuer la quantité et la distance de projection de ces postillons étant plus courte, et la distance étant, le risque va être moyen. Et lorsque tous les deux portent le masque, le risque de se contaminer devient faible. Et l'autre élément important ici qu'il faut intégrer, pourquoi on continue de se laver les mains? Vous imaginez bien que même s'ils portent tous les masques, les postillons peuvent se déposer sur les bras ou sur les habits. Donc, si on se lave régulièrement les mains, on va diminuer, on va nettoyer ces virus. Donc, le port du masque
ne doit pas nous faire oublier que nous devons continuer de laver régulièrement. Mais le masque, il faut qu'il soit bien porté. Il ne faut pas toucher nos masques, n'est-ce pas? Si on les touche, on doit toucher par les élastiques, parce que si nous touchons la surface qui protège, cela signifie que nous touchons la partie qui risque d'être contaminée. Et si nous les avons touchés, il vaut mieux se laver les mains. Alors, le deuxième tableau, professeur, c'est quel masque porter? Quel est le masque qui est le plus efficace? Alors, l'efficacité des masques dépend de l'objectif. Lorsque l'on a un objectif de santé publique, l'idée est de diminuer la quantité des postillons qu'il y a dans l'air. Donc, si tout le monde porte le masque, chacun va garder ses postillons et ça participe de la distanciation sociale. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, lorsqu'on est dans des situations de sécurité au travail, les personnels en milieu hospitalier vont donc avoir plusieurs catégories de masques avec des niveaux de filtration différents. Et cette illustration montre les différents types de masques avec les barres en blanc qui montrent la partie en bleu qui montre le niveau de protection et les risques, et les masques conçus de manière chirurgicale avec des tests pour protéger non seulement les personnes ou des respirateurs avec, il y a des noms, les masques N95 ou les FFP1, FFP2, qui sont vraiment pour les professionnels, et les autres qui sont des masques en tissu. Mais il se trouve que sur ce modèle, lorsqu'on met une seule couche de tissu, on peut avoir ces chiffres. Parce que là, on voit bien que les masques en tissu, c'est pratiquement 0%. Justement, et c'est le message important. Aujourd'hui, on sait que si on met 2, plus vous doublez le tissu, plus vous allez protéger. C'est tout simplement un système de maillage, n'est-ce pas? Et il y a un test simple pour savoir si notre masque nous protège. Vous le mettez et vous essayez d'éteindre une bougie. Si vous arrivez à éteindre la bougie en essayant de souffler à travers votre masque, ça signifie que votre masque n'est pas de très bonne qualité. Alors, les troisièmes, ce ne sera pas un troisième tableau, mais ce sera une succession d'images que vous verrez, chers téléspectateurs, avec à côté oui ou non, pour qu'on sache comment porter nos masques. Alors ici, le masque, pour qu'il soit utile, il doit bien couvrir le nez, il doit bien couvrir la bouche et il doit avoir un revêtement sous le menton et être bien hermétique, n'est-ce pas? Ça, c'est la bonne position. Donc, si on porte des lunettes, le masque doit être en dessous des lunettes. Prochaine image. Alors ici, vous voyez que ce masque, il couvre le nez, il couvre la bouche, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace. Il n'est pas fixé, n'est-ce pas? Sur le côté, il y a un vide et donc, à ce moment-là, il ne protège pas tant que ça. Prochaine image. Alors celui-ci, il est un peu court, n'est-ce pas? Il ne couvre pas bien le nez. Si cette dame ou ce monsieur essaie de parler, son masque va glisser parce qu'il n'est pas recouvert sur le nez et donc il ne restera pas fixé au moment où il parle. Ou s'il tousse, il risque même de l'enlever. Voilà. Alors ça, ce n'est pas bon parce que la même chose, lorsqu'il va vouloir parler, le masque va bouger. Donc il faut bien couvrir le nez, la bouche et le menton. Celui-ci, il n'est pas bien placé, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous observons beaucoup en ce moment en ville. Les gens se protègent la bouche. On a bien dit cache-nez, n'est-ce pas? Il faut cacher le nez. Et le nez doit être bien couvert pour se protéger. Lui, effectivement, s'il tousse, il va protéger les autres, mais il risque d'inhaler les postillons des autres. Merci, professeur. Alors, je voudrais quand même, vous avez parlé tout à l'heure de la résistance du virus sur certaines surfaces. Alors, on dit du Covid-19 qu'il résiste 24 heures sur du papier, 3 à 4 jours sur les matières plastiques, le fer, l'acier, le bois, 3 à 4 heures dans l'air et sur les pièces d'argent. La question que je voudrais vous poser, professeur, c'est le Covid-19 est-il infectieux sur toutes ces surfaces? Alors, le Covid a été retrouvé et sur ces surfaces-là, restant en vie,
Mais il y a deux parties qui sont contaminantes. C'est soit ce qui est dans l'air que nous respirons, soit ce que nous allons toucher sur une surface qui n'a pas été nettoyée. C'est pour ça, par exemple, qu'il est recommandé de nettoyer régulièrement les surfaces où les gens posent les mains, toutes les 2 heures avec des solutions chlorées, pour permettre de nettoyer ce virus. Il a également été constaté que s'il peut rester sur le sol, les semelles des chaussures peuvent également le ramasser, d'où les recommandations de pulvériser certaines surfaces. Vous avez vu pulvériser des marchés. À l'aide de quoi? À l'aide de solutions chlorées. Donc l'eau de Javel, généralement à 0,05%, avec ces solutions-là, on peut nettoyer facilement le virus. C'est pour ça que dans les mesures que les municipalités sont en train de prendre, si l'on considère que les gens touchent un certain nombre de surfaces sur les lieux publics, il est bon de nettoyer également ces surfaces-là. Se laver les mains, c'est bien, mais désinfecter ou décontaminer les marchés, c'est également important, ou les bus, les sièges dans les bus de transport ou dans les taxis. Si vous permettez, Lucas, je vais revenir sur les masques alternatifs plus précisément que l'on rencontre maintenant dans les rues. Combien de temps doit-on porter ces masques? Est-ce qu'ils doivent être portés 3 heures comme c'est le cas pour les masques classiques de pharmacie? Alors, la décision ou les règles, c'est d'éviter de sortir quand ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes obligé de sortir, portez le masque. Ça signifie que si vous sortez pour quelque chose qui est nécessaire, vous ne devriez pas porter votre masque pendant 4 heures. C'est aller faire la course nécessaire et rentrer chez vous. Mais pour ceux qui travaillent, qui passent des heures et des heures dans les services. Maintenant, pour ceux qui travaillent et qui passent des heures et des heures dans les services, généralement, on travaille 8 heures. On peut avoir 2 masques. On porte un premier pour une période de 4 heures. On le garde et on porte le deuxième. Et quand on arrive à la maison, on lave son masque avec du savon, on le repasse et on peut le réutiliser. Donc même les masques en tissu, il faut les porter pendant 4 heures, c'est pas toute la journée? Le principe est le suivant. Si vous parlez et vous portez votre masque, au bout d'un moment, vous aurez mouillé et vous aurez accumulé un certain nombre de virus. Donc il s'agit ici, et lorsque le tissu, plus il est mouillé, moins il est résistant, n'est-ce pas? Le coton change lorsqu'il est mouillé. Professeur, parlant donc de ces mesures barrières, je vais vous poser une question sur les mesures de distanciation sociale. On est parti d'1 mètre au début de la pandémie. Nous sommes maintenant à 1,5 mètre, voire 2 mètres. Certains parlent de 2 mètres. Vous avez parlé de 6 mètres lorsque quelqu'un éternuait. Comme généralement. Finalement, comment est-ce qu'on va marcher? Alors, la recommandation anglo-saxonne, c'est 6 feet. 6 feet. C'est généralement le feet, c'est 30 cm, donc ça fait 1,80 m. Donc c'est au minimum 1,5 m à 2 mètres. Tout à l'heure, je disais, lorsque je parle, si je parle fort, je peux postillonner jusqu'à 2 mètres. Il s'agit donc de tenir compte de ça en se disant, il ne faut pas que les postillons arrivent vers l'autre. Et dans les situations où on ne peut pas éviter ça, c'est à ça que va servir le masque, c'est que chacun conserve ses postillons et donc du coup, il y ait moins de virus dans l'air et qu'il n'y ait pas des virus sur les surfaces où les gens sont passés. Alors, un mot sur le 1510, le numéro vert, professeur, avant que nous mettions un terme à cette édition de Scène de presse. On a enregistré quelques plaintes des populations concernant le 1510. Qu'est-ce qui est envisagé pour améliorer la qualité du service? Alors, tout à l'heure, je faisais la remarque sur personne n'a prévu et je peux vous garantir qu'au Cameroun, personne n'avait l'expérience de gérer une centrale téléphonique pour recevoir des appels de personnes qui sont paniquées à un moment où on a une transition de saison au Cameroun, où on a la grippe, on a le rhume et toute la panique autour de cette maladie qui décime les populations. Donc, le service, non seulement est passé à un régime supérieur avec plus de personnes qui répondent, mais un mécanisme d'assurance qualité a été mis en place. Il y a la courbe d'apprentissage de ceux et celles qui répondent au téléphone. Et ceux qui ont appelé au tout début pouvaient se sentir frustrés.
Mais les appels maintenant, la réception des appels, les interactions sont beaucoup plus professionnelles parce que chacun a appris son métier et il y a un mécanisme d'assurance qualité qui a été mis en place et nous devons féliciter ces volontaires-là parce que sur le plan mental, écouter des gens qui sont paniqués, qui ont peur, n'est pas toujours facile. Surtout qu'en ce moment, on a tendance à s'écouter plus, on ressent, donc ça devient, on a des symptômes et surtout parfois imaginaires, mais... Les symptômes sont rarement imaginaires. Le ressenti la psychose est telle qu'on voilà, peut avoir des symptômes. La peur et l'anxiété ou le fait qu'on ait des gens dans notre entourage qui ont été malades ou qu'on connaît quelqu'un qui a été malade fait qu'il y a beaucoup d'appels. Mais quand on observe les appels, les points pour lesquels les appels sont émis maintenant ou sont reçus commencent à changer. En tout cas, chapeau à ces messieurs et dames qui font ce travail très prenant moralement pour essayer d'identifier les bons cas pour que nous ne gaspillons pas les tests pour ceux qui s'écoutent et ont peur de cette maladie. Pour ça, on a assez de tests au Cameroun pour tout le monde? Qu'est-ce que vous appelez assez de tests? Je vous ai dit, nous sommes dans une phase d'endiguement de l'épidémie. Est-ce qu'il faut tester? Est-ce que nous avons des tests pour tester toutes les personnes contacts que nous avons enregistrées? Je vous réponds oui. Nous n'avons pas 25 millions de tests. Aucun pays n'envisage à l'heure actuelle de tester toute la population parce que ce serait du gaspillage. Il s'agit, parce que l'on connaît mieux la maladie, de cibler le test. Et je vous ai dit, c'est un test qui doit se faire dans des laboratoires avec un certain nombre de sécurité. Ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui peut le faire. Alors, juste pour finir cette dernière question, alors dites-nous, est-ce qu'on peut envisager que dans un délai plus ou moins court, que cette maladie soit un mauvais souvenir? Nous avons l'exemple de la Chine et d'un certain nombre de pays asiatiques qui ont réussi à casser la courbe entre 10 et 12 semaines. Est-ce que nous pouvons le faire? Certains scientifiques pensent que oui, à condition que la batterie des 20 mesures soit effectivement appliquée. Parce que si elle est effectivement appliquée, nous allons maîtriser les cas contacts. Et on va réussir à éteindre. Mais maintenant, si l'incivisme continue, si des gens continuent d'aller au bar et à se saouler, ils ne pourront plus respecter les mesures de distanciation. Nous risquons donc d'avoir d'autres départs de la maladie. Mais si les mesures qui ont été prises, qui aujourd'hui sont complètes, n'est-ce pas, nous pensons que entre 12 et 18 semaines, le Cameroun peut considérer Covid comme un souvenir. Mais nous devons être stricts sur l'application des mesures. Souvenons-nous. On a encore 2 mois. Au minimum. Souvenons-nous bien de l'image de lorsque des terroristes sont identifiés quelque part. Il vaut mieux essayer de contenir dans cette zone-là pour qu'ils n'essaiment pas. Merci, professeur. Je dois vous avouer que nous n'avons pas pu faire le tour des questions que nous avons prévues pour vous ce soir. Donc, j'aimerais quand même que vous nous fassiez la promesse que vous allez revenir très souvent pour éclairer nos millions de téléspectateurs. Vous le savez, la formule de l'émission a changé. Nos personnes ressources viennent sur ce plateau pour nous informer, pour nous éclairer sur la pandémie du Covid-19 qui sévit à travers le monde et notre pays n'y échappe pas. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, professeur. Merci à Karine Olive Yabik, mais également merci à Dieudonné Zamba, maire de Mbalmayo, et Berthe Mbala, chef de station de Certivi, chef de station de Certivi Sud, qui est également sur ce plateau. Je vous laisse en compagnie des unes du lundi. La presse qui t'assène. Merci, bonsoir.